Bon alors voilà, suite à la déception de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, il est vrai qu'on attendait pas grand-chose, et d'ailleurs on n'attend plus grand-chose de Lucasfilm et des prochains Star Wars. T'es sûr, pourtant il va y avoir des spin-offs sympas. Lequel? Bah je sais pas, il y a pas Obi-Wan, Boba Fett, Si, il va y avoir le spin-off d'Obi-Wan. ça peut être sympa ça. Bah je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi par exemple? Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Bonjour et bienvenue sur les Cousins font leur cinéma, et aujourd'hui on parle enfin de Solo A Star Wars Story. Comme à l'accoutumée dans cette première partie de vidéo, on ne va rien spoiler du tout, on va juste vous donner notre ressenti, et puis quand on attaquera les spoilers, on vous dira, on vous préviendra, vous inquiétez pas. Alors ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est qu'avant sa sortie, il a été précédé d'un bad buzz, tout le monde disait que ça allait être une catastrophe, un massacre, un naufrage, tout ce que vous voulez, et c'est vrai que la production du film, c'est-à-dire le tournage, a été très chaotique, puisque Kathleen Kennedy a tout simplement viré les deux réalisateurs initiaux qui étaient Lord and Miller, donc les réalisateurs de 21 Jump Street et l'aventure Lego. Et je pense que elle s'est peut-être trompée de casting en les prenant pour réaliser Solo, puisqu'elle s'est aperçue, enfin en tout cas c'est ce que j'ai lu un peu partout, elle s'est aperçue que finalement le ton du film allait être beaucoup trop orienté vers la comédie. Et du coup, elle s'est pas du tout entendue avec les réalisateurs, et c'est là que ils ont décidé de se séparer, divergence artistique, tout ce que tu veux, et elle a fait rentrer Ron Howard. Et Ron Howard, c'est quand même un proche de Lucas, hein. Il avait joué dans American Graffiti, il a réalisé Willow, qui a été écrit et produit par George Lucas, il devait même réaliser Star Wars épisode 1. Donc, qu'est-ce qu'on a bien pu penser de ce Solo? J'ai pas trouvé que c'était nul. Ron Howard, je pense qu'il a sauvé les meubles. C'est un peu mi-figue mi-raisin, mais quand même ça tend plus vers le bof pour moi, c'est-à-dire que par rapport à deux problèmes, à deux problèmes pour moi, hein, c'est-à-dire assez majeurs finalement. Le premier problème, c'est que si tu veux, moi j'ai jamais cru au projet du fait que le personnage de Solo pour moi s'intègre plus dans une mythologie et mieux dans une mythologie de Star Wars, c'est-à-dire que quand il est le penchant du mysticisme de la saga Star Wars qui contrebalance les Jedi, voilà. Il est intéressant. Donc la mythologie peut se passer de Solo, mais à mon avis, Solo ne peut pas se passer de mythologie. Et c'est un peu le problème que j'ai avec ce projet, et notamment le film, et ça se vérifie. C'est-à-dire que là, on a, oui, un western, somme toute sympa, un film de casse somme toute sympa, mais pour moi ça ne suffit pas quand tu rentres dans la mythologie qu'est Star Wars. Et à mon sens, c'est le premier problème du film, et qui se confirme à la vision, quoi. Et le deuxième problème, c'est que malheureusement, je pense qu'il n'y a plus d'attente autour de projets Star Wars, du fait que je pense qu'ils sont en train d'essorer complètement la licence, ce qui était prévisible, ce qu'on avait dit nous. D'ailleurs, quand tu sors un Star Wars tous les 5-6 mois, c'est quand même difficile de créer une attente, de créer des envies, de créer un désir. Ce qui était encore le cas avec l'épisode 3 et avec l'épisode 7, bien sûr. Mais pour moi, ce qui n'est plus le cas du tout maintenant, et ce qui fait qu'on a un espèce de film, pour le coup, je trouve, pas nul, mais un petit peu lambda. Voilà. Et moi je dirais qu'il est lambda de par déjà son scénario. Donc Kathleen Kennedy a beau eu envie de remplacer les réalisateurs initiaux par Ron Howard, je pense qu'à la base le scénario est assez bancal, dans le sens où finalement on se retrouve avec un film avec une aventure assez anecdotique, quoi. C'est vraiment une aventurette. Et pour moi l'un des défauts du film, c'est qu'il manque à ce que la petite histoire rentre dans la grande histoire. C'est-à-dire que cette aventure de Han Solo n'a pas vraiment, si tu veux, d'incidence, de conséquences sur la grande histoire de Star Wars avec l'Empire et tout ça. Mais justement, c'est un peu tout le problème, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Solo, le souci, c'est que Solo, oui, tu aurais pu le faire rentrer dans la grande histoire, mais il est déjà rentré dans la grande histoire. C'est-à-dire qu'il rentre dans la grande histoire quand c'est l'épisode 4, 5, 6. Mais au-delà de ça, quand tu fais un film Solo sur Solo, malheureusement, tu le fais pas rentrer dans la grande histoire, et ça devient, malheureusement, le personnage est ce qu'il est. C'est un pirate de l'espace, quoi. Pas, mais regarde, quand tu vois Rogue One, que nous on n'a pas adoré, mais il faut reconnaître que c'était plutôt bien réussi. Et puis là, pour le coup, la petite histoire rentrait dans la grande. Il y avait une incidence. Ça s'inscrivait, bien sûr. Ça s'inscrivait, dans cette, voilà, exactement. Par contre, moi, alors ce que j'ai plutôt bien aimé dans le film, c'est finalement qu'on se retrouve avec des personnages qui ne sont pas, si tu veux, il y a pas vraiment de gentils et il n'y a pas vraiment de méchants. Et je trouve qu'ils évitent le manichéisme. Personne
n'est véritablement gentil dans le film. La frontière entre le bien et le mal, elle est assez floue. Et ça, je trouve que c'est plutôt à saluer. Ça change un petit peu. On va dire que c'est un peu la fraîcheur du film par rapport à tous les autres films Star Wars. C'est que on est face à des personnages qui veulent tout simplement s'en sortir. Et survivre dans un monde où l'Empire règne. Il y a des scènes très très bien, hein. Moi je trouve que par exemple les 20 premières minutes sont presque très très bien, c'est-à-dire que la scène de course-poursuite, quand il s'en va de la planète et tout ça, et qu'il se fait poursuivre jusqu'à son recrutement dans l'Empire est plutôt bien fait et bien foutu. On sent vraiment une espèce de patte, façon Ron Howard, façon Star Wars comme on a déjà vu, et puis qui est plutôt très bien, qui démarre bien, et tu te dis, ah, j'ai presque envie d'y croire. Après je pense que ça pose un problème sur une question de rythme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive dans la base du méchant, etc., je trouve que là, le rythme est un peu cassé. Je trouve ça un peu trop figé sur les enjeux, sur les personnages, sur l'acting aussi. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est dommage. Et c'est un film qui oscille en fait un peu entre la fulgurance, ça redescend, ça remonte, ça redescend, et c'est un espèce de rythme comme ça qui est un peu dommage. C'est exactement le mot. Moi c'est pendant que je regardais le film, je me disais, ah, c'est dommage. Parce qu'effectivement, on oscille entre des très bonnes scènes, et notamment, c'est vrai, les scènes d'action sont pour moi les scènes les plus réussies. Les plus réussies, hein. La scène du train, la scène du train, les 20 premières minutes où ça démarre tambour battant. Voilà, là, il y a une autre scène au milieu du film avec le faucon, etc. Bon, vous en doutez. Mais toutes ces scènes-là sont assez bien exécutées. Moi, j'étais vraiment à fond dans mon siège. Voilà, évidemment, ils te mettent la musique iconique de John Williams, enfin, en tout cas, les thèmes de John Williams qui sont donc réorchestrés par le nouveau compositeur John Powell. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que la musique, pour moi, est à l'image du film, c'est-à-dire qu'elle fait le taf, la musique, mais sans aucun génie, sans aucune fulgurance, sans aucune puissance véritablement épique comme John Williams peut le faire. Donc voilà, maintenant on va attaquer les spoilers. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, eh bien mettez pause, éteignez, revenez plus tard, faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est parti, 3, 2, 1, spoiler. Dark Maul est toujours vivant. Voilà, alors Dark Maul est toujours vivant, donc on le voit à la fin lors d'une scène avec Emilia Clarke. Donc ça, normalement, si je ne me trompe pas, et les fans de Star Wars pourront nous le dire, d'ailleurs on attend vos commentaires là-dessus, je crois qu'il est là parce qu'il a ressuscité dans un épisode de Clone Wars. Je crois, parce que moi j'ai regardé un peu Clone Wars, et je crois qu'il a ressuscité, donc ça explique pourquoi il est là, puisque normalement, à cette timeline-là, de Star Wars, il n'existe plus, il est mort, tué par Obi-Wan. Mais il a ressuscité dans un épisode de Clone Wars, donc n'hésitez pas à nous dire si on a faux ou vrai, je sais plus là-dessus. Mais je pense que le scénario est trop bancal, pourtant le scénario est écrit par Lawrence Kasdan et son fils, je crois qu'il s'appelle Jonathan Kasdan, et Lawrence Kasdan, c'est quand même étonnant, mais c'est quand même étonnant, c'est quand même celui qui a écrit Les Aventuriers de l'Arche perdue, l'Empire contre-attaque, le Retour du Jedi. Après, et là, c'est étonnant qu'il écrive un scénario vraiment très basique, quoi. Après, si tu veux, je pense que le souci, c'est que justement, c'est un peu en fait, le film est un peu victime de ça. C'est-à-dire qu'il est victime, non seulement peut-être de Lawrence Kasdan à l'écriture, parce que on spoil. C'est vrai que la révélation de la fin, elle fait très, si tu veux, le retournement de situation avec Woody Harrelson qui a trahi machin, etc., qui a trahi Solo, ça fait très l'Empire contre-attaque. Et il est victime aussi du fan service qui nous sert à un moment donné, où effectivement c'est une scène où on a des frissons, et ça je peux l'accorder. Mais le problème, c'est qu'on a des frissons sur des choses qu'on a déjà vues dans l'épisode 4-5, c'est-à-dire que tu as la scène où il rencontre à un moment le croiseur de l'Empire, et d'un seul coup, ça part en course-poursuite, etc. Tu as non seulement la même scène que de Luke dans le cockpit en train de détruire des TIE Fighters dans l'épisode 4, et tu as la même musique. Ils te rajoutent même de la musique de l'épisode 5 de l'Empire contre-attaque à ce moment-là. Donc ils te font un espèce de mix de ce que les fans adorent et de ce qu'on aime. Et c'est là où tu ressens des frissons. Mais c'est bien là le problème. C'est-à-dire que tu sens que s'il n'y a pas ça, tu ne ressentiras jamais de frissons dans aucune autre scène. Moi, ça me pose un problème, si tu veux. C'est que en fait, tu ne peux pas te dissocier de la trilogie fondatrice. Et c'est pour ça que c'est compliqué, qu'un film comme Solo puisse exister, en fait. Voilà. Et je dirais même que ce film ne prend pas de risques. Il évite. C'est pour ça que je pense pas que ce film va déchaîner les passions auprès des fans de Star Wars, parce que c'est pas un film qui va froisser, tu vois. C'est vrai. Non, mais ça n'a pas été une torture, en tout cas pour nous, de le regarder comme ça a pu l'être pour Star Wars épisode 8. Mais c'est justement parce que il n'y a pas vraiment de prise de risque que le film reste assez lambda, quoi. Il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. Mais j'ai envie de te dire que
le film était mal parti dès le départ. Comment tu veux créer la surprise en racontant la jeunesse de Han Solo, jeunesse que nous, déjà, fans de Star Wars, on connaît déjà tous. On sait déjà à peu près ce que le film va raconter, dans le sens où ils sont obligés de nous parler de sa rencontre avec Lando Calrissian, ils sont obligés de nous parler de sa rencontre avec Chewbacca, comment il a gagné le Faucon Millennium, etc. C'est des passages obligés. C'est-à-dire que le film, je pense, est écrasé par un cahier des charges, mais c'est un cahier des charges naturel. C'est-à-dire que ces limites, ils sont piégés, tu vois, ils peuvent pas véritablement créer la surprise, parce qu'en même temps, il faut plaire aux fans de Star Wars, donc il faut leur donner, comme tu as dit, ce qu'ils veulent, et c'est vrai, nous on veut voir le Faucon Millennium, Lando Calrissian, etc., Chewbacca, et comment tu veux créer la surprise? Donc bon, c'est ça qui était compliqué dès le départ. En fait, le truc, c'est que tous les éléments que tu viens de citer, en fait, ils te les donnent, mais en fait, j'ai envie de te dire que c'est peut-être ça l'intérêt du film et de pourquoi tu vas le voir, parce que, en fait, toi, l'intérêt de pourquoi tu vas voir Solo, c'est pour voir la création de Solo, enfin la création de Solo, la jeunesse de Solo, la rencontre avec Chewbacca et la rencontre avec Lando Calrissian et le Faucon Millennium. Mais passer ça, en vérité, tu peux raconter n'importe quelle histoire, une histoire de casse, une histoire de il faut aller voler tel truc, ou alors il faut aller battre tel méchant. En vérité, ça n'a que peu d'intérêt à mon sens. L'intérêt, c'est de voir en fait tout l'ADN du monde Solo, du monde Han Solo, prendre vie sous tes yeux. Mais au-delà de ça, après, je pense que l'intrigue pour moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que tu vas voir Solo pour la création du personnage. Mais après, tu peux raconter n'importe quelle histoire, honnêtement, je vois pas où ça peut passionner. Très sincèrement. Bah, regarde, moi, quand je voyais le film, je pensais pas mal à Casino Royale. Donc le James Bond avec Daniel Craig. Non, et tu vois, Casino Royale, c'était aussi une sorte de préquel de comment s'est formé James Bond. Et finalement, Han Solo, bon, ça aurait pu être ça. Et Casino Royale, c'était plutôt réussi. Pourtant, voilà tous les films qu'il y a derrière lui. Et voilà, on connaît par cœur la mythologie de James Bond, etc. Mais je trouve que... Non, mais je trouve qu'avec un bon scénario, ils auraient pu faire quelque chose avec une bonne histoire, créer un peu la surprise. Là où j'ai été dérangé aussi par rapport au film, c'est pour moi un peu l'incompréhension de la nature même du personnage de Han Solo. Pourtant, c'est quand même écrit par celui qui a signé le scénario de l'Empire contre-attaque. Mais donc le film démarre, enfin je veux dire, on a un personnage qui est vraiment limite aux antipodes de ce qu'est normalement Han Solo. C'est-à-dire que là, dans le film, on a un personnage, si tu veux, un héros au grand cœur, prêt à sauver sa dulcinée, etc. Et c'est vraiment très différent de ce qu'on connaît d'Han Solo. Alors tu vas me dire, oui, mais il faut bien une trajectoire de personnage, il faut bien nous raconter les origines et pourquoi il aurait changé, basculé. Mais du coup, je trouve qu'on se retrouve avec un personnage avec une caractéristique assez lambda, assez fade. Bon, c'est un héros tout à fait classique. Bah, ouais. Et puis surtout, moi, je ne comprends pas son arc narratif. Je ne comprends pas pourquoi... Enfin, je trouve pas que ce qu'il traverse va être une sorte de trauma qui va le faire basculer ou qui va le faire changer, tu vois. Je trouve pas que ça soit assez efficace dans ce sens-là. Alors sinon, par rapport à l'acteur, Alden Ehrenreich, qui interprète Han Solo. Il y a des tentatives de faire du Harrison Ford qui sont plutôt pas mal, de temps en temps. Quand il shoot comme ça et qu'il rentre dans le faucon et qu'il fait un peu une tête à la Harrison Ford et tout ça, c'est plutôt sympa. Moi, je le trouve pas extraordinaire. J'ai trouvé que c'était un peu fadasse. J'ai trouvé, par exemple, Donald Glover un peu mieux dans le rôle de Lando, personnellement, vraiment. Oui, carrément. Voilà, d'autres personnages totalement un peu... Chewbacca, très bon. Mais sinon, voilà, moi, j'ai pas... Oui, l'acting, j'ai pas trouvé ça... J'ai pas trouvé que c'était vraiment le point fort du film. Moi, ce qui m'a le plus dérangé dans le jeu de Alden Ehrenreich, c'est ce sourire qu'il affiche pendant pratiquement tout le film. Ouais. Un sourire, non mais tu sens que c'est pas un sourire naturel, tu sens que tout ça c'est très artificiel, c'est forcé, et ça lui donne presque un air niais, quoi, je trouve, des fois. Un peu, mais j'ai envie d'un Solo, quoi. Ouais, à l'inverse d'Harrison Ford, où lui, quand il souriait, enfin tu sais, c'est son charme naturel, donc ça fonctionnait, quoi. Comment tu veux passer après l'écrasant charisme d'Harrison Ford? Tu ne peux pas. C'est comme quand ils feront un nouvel Indiana Jones, ça va être avec un autre acteur, bah, bon courage, quoi, pour passer après Harrison Ford en Indiana Jones, quoi. Ce sera forcément fade. Moi, je pense que ce sera de toute façon un échec. Je rebondis sur ce que tu disais par rapport à ce que le film va diviser, tout ça. Moi, je pense que de toute façon, le film ne divisera pas tant que ça, mais aussi pour un facteur hyper important, c'est que la saga Star Wars maintenant n'est plus un événement. Pour moi, par exemple, Solo, là,
Clairement, c'est plus pour un moi, événement. c'est un non-événement. C'est-à-dire que là, c'est pas que tout le monde s'en fout, mais disons un peu quand même. C'est-à-dire que c'est là où ça ne pourra pas diviser autant qu'un épisode 8 ou qu'un épisode 7, etc. Parce que maintenant, les gens sont arrivés à un point de saturation, si tu veux, je pense, si tu veux, où là, on nous sort un Star Wars tous les 6-7 mois. Comment tu veux créer un événement? C'est plus possible. Donc soit les gens ne vont pas le voir. C'était la rareté qui créait C'était la rareté qui créait, c'était le désir. Donc nous, c'est la question qu'on pose justement là, et vous pouvez y répondre dans les commentaires, lâchez-vous, si vous pensez que là, on n'est pas arrivé finalement à un espèce de début de la fin pour cette saga. C'est-à-dire, est-ce que là, Disney n'a pas épuisé toutes ses cartouches? Ça y est, est-ce qu'ils vont pas dans le mur? Voilà, nous c'est la question qu'on pose, on n'a pas forcément de réponse, parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas savoir si le prochain spin-off va cartonner ou le prochain épisode 9, etc. Mais la question mérite d'être posée. Ça va être compliqué avec la nouvelle série Star Wars qui arrive et qui est mise en place par Jon Favreau. Je pense qu'on va encore en bouffer du Star Wars. On verra si ça marche, mais... Les mêmes qui ont aimé l'épisode 7 et l'épisode 8 peuvent très bien rejeter un film comme Solo parce qu'il arriverait peut-être trop tôt après le fait de digérer par exemple l'épisode 8 et qu'il n'y a plus d'événements, qu'il n'y a plus d'attente. Ce qui était génial avec Star Wars, c'est qu'il y avait une espèce de communion, et la communion elle se faisait parce qu'on l'avait attendu, le film, depuis 3 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. C'était ça qui était beau. C'était ça qui était... Et même si le film était un peu en dessous de nos attentes, c'était ça qui était intéressant. Là, le problème, c'est que... Non, mais à mon avis, il n'y a plus d'attente. Alors voilà, il y a des scènes plutôt sympathiques, marrantes, moi qui m'ont pas fait exploser de rire. Mais par exemple, la fameuse scène à la toute fin, tu sais, la scène où tu as le Faucon Millenium qui se tire et que lui est en assurance. Ça, c'est plutôt rigolo. C'était plutôt sympa. Bon, toi, t'as pas aimé le personnage du robot. Moi, je l'ai bien aimé. Ouais. J'ai trouvé ça sympa. Bon, il se fait shooter en plein milieu du film. C'est dommage, mais... Il a un nom... Oui, L3, c'est ça? L3, il a le nom d'une commande de manette de jeu vidéo. Ouais, voilà. Mais bon, je trouvais ça sympathique, mais bon... Ouais, il m'a un peu... Toi, il t'a un peu agacé. Il m'a un peu agacé, ouais. Moi, c'était pas loin d'être du Jar Jar Binks. C'était pas très loin. Mais non, tu vois, moi, j'ai plutôt bien aimé Paul Bettany, celui qui joue le méchant du film. Enfin, j'ai bien aimé la performance. Mais c'est vrai que ça constitue pas un méchant emblématique et important. Le méchant, je le trouve pas très menaçant. C'est-à-dire qu'il est entouré de quelques sbires. Si tu veux, il pèse pas comme une menace à la Dark Vador, ça c'est sûr. Et on demandait pas forcément ça. Mais même dans Rogue One, le méchant de Rogue One était plus imposant. Tu vois quand même. Tu vois, c'était un amiral ou un général, je sais plus, qui faisait partie de l'Empire et tu vois qui était quand même une menace assez imposante sur les héros, tu vois. Alors que là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut lui échapper assez facilement. Bon voilà, on part à l'autre bout de l'espace et puis tiens, allez, va te faire foutre, on te ramènera pas ton coaxium ou je ne sais quoi et puis salut. Et à mon avis, c'est pour ça aussi que au milieu du film, on peut sentir des baisses de rythme et des longueurs parce que finalement, l'enjeu qui est mis en place dans ce film, il est assez basique, quoi. C'est une histoire de... Ouais, ça ressemble à un western. C'est l'histoire de héros qui doivent aller voler un butin pour un bad guy, pour un bad guy assez lambda. Voilà, donc en gros, bon, l'histoire d'une piraterie. Et si tu veux, pour moi, l'histoire d'une piraterie, c'est très compliqué à faire exister dans un film qui, somme toute, au niveau du script, n'est pas terrible déjà à la base. Là où Rogue One était beaucoup plus fort sur l'enjeu, c'est vrai, puisque c'était une mission suicide, c'était un commando suicide, et en plus qui s'inscrivait en plus dans une logique de la trilogie originelle. Donc ça, c'était vraiment plutôt malin en termes de scénar, et on arrivait presque à trembler, même si moi j'ai condamné un petit peu Rogue One, on arrivait presque à trembler pour les persos, que là, clairement, parce qu'ils étaient beaucoup plus difficile. Voilà, parce que comme je le disais au tout début, parce qu'ils étaient impliqués dans la grande histoire de Star Wars. Ouais. Alors que là, bon, c'est une petite aventurette. Ça aurait pu faire l'objet, je sais pas, j'exagère un peu, mais d'un téléfilm. Donc c'est vraiment dommage, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas eu une ambition folle au niveau du scénario à ce niveau-là, quoi. Et ça me désole de dire ça parce que j'adore Lawrence Kasdan. Enfin, je veux dire, on adore, tous les fans de Star Wars adorent Lawrence Kasdan pour ce qu'il a écrit, et puis même les fans d'Indiana Jones. Bon, il a aussi écrit Bodyguard. Hein, c'est bien de le rappeler. Oui, c'est sympa Bodyguard. Bon. Et puis surtout, ce qui est vraiment dommage, c'est que toi, tu joues dans le film quand même. Il faut le rappeler. Mais oui, Woody Harrelson. Non, mais d'ailleurs, le personnage de Woody Harrelson, moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il joue le rôle, en fait, si tu veux, du mentor, finalement, un petit peu. Hein, le mec qui va lui apprendre un petit peu la piraterie, mais je trouve que ce personnage manque un peu de consistance quand même, même si à la fin le coup de la trahison pour moi arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que voilà, mais on le sent venir un peu quand même. Mais pareil, le personnage de Emilia Clarke
pareil, on le sent venir à des ouais. kilomètres, le retournement à la Ouais. fin, le love interest entre elle et lui, pas très très bien exploité, je trouve. Et puis surtout, il a 1000 occasions de lui demander mais qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ces 3 ans? Ouais. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Finalement, c'est assez flou Ouais. ce qu'on sait sur son personnage, et c'est embêtant, je trouve, parce que forcément, ils font de la rétention d'informations sur ce personnage-là pour que le twist final fonctionne. Mais c'est artificiel. Du coup, tu le sens venir, le twist. Puisque comme tu ne sais rien sur ce personnage, Bah ouais. il va forcément y avoir une révélation à la toute fin. Ouais. Et ça, c'est agaçant, quoi. À la limite, elle aurait dû lui raconter un boniment ou je ne sais pas quoi pour même nous, les spectateurs, nous embobiner. Et puis à la fin, on aurait fait « Ah ouais, en fait, non, d'accord, elle fait ça et elle vient de là, et d'accord, ok. » Donc voilà, c'est vraiment dommage au niveau de l'écriture, c'est parce que le film a quand même de la gueule, tu vois, visuellement, même voilà ce qu'on disait en termes ouais. de scènes d'action, de production design. Voilà, la musique qui vient effectivement te renforcer toutes ces scènes d'action. Moi, il y avait des moments quand le Faucon Millenium, toute la séquence, on va dire, de braquage. Pour aller dérober le coaxium, s'échapper de la planète, toute cette séquence-là, enfin toute cette partie-là, moi j'étais plutôt à fond dedans, quoi. J'étais à fond dedans. La musique évidemment aide à nous immerger, mais voilà, quand le Faucon Millenium essaye de s'échapper, tu vois, de cette espèce de trou noir là, qui essaye de les aspirer là comme ça là, enfin tu vois, et qu'ils n'arrivent pas à enclencher la vitesse lumière et tout ça, et que au dernier moment ils arrivent à passer. Bon, Mais ça, c'est la fameuse séquence qui est un copier-coller de l'épisode 4 et de l'épisode 5, quoi. Oui. Bah, si tu veux, oui. Non, mais, Oui, non, mais c'est voilà. juste, C'est pour une, rappeler, quoi. allez, on va dire une variation. Ouais, C'est mais comme j'ai dans trouvé l'épisode ça- 7, où Oui, tu oui. vois le Faucon Millenium. Oui, mais j'ai trouvé ça là pour le coup. Alors pour le coup, dans Solo, je l'ai trouvé plus grossier, si tu veux, que dans l'épisode 7. Où dans l'épisode 7, c'est plus distillé, c'est-à-dire que J. Abrams, il est un peu plus malin, disons. Il a pas, il cache un peu plus cette notion-là. Alors que là, vraiment, Ouais. bon, là, c'est clairement, on vous met les mêmes séquences remixées avec des nouveaux acteurs, quoi. Moi, j'ai trouvé, hein, personnellement. Juste pour Oui. rebondir. Un petit peu, oui, forcément. Voilà. Juste pour rebondir sur l'aspect technique, pour moi, le film en salle est irregardable. D'un point de vue de la luminosité, et vraiment, je pèse mes mots, j'ai eu beaucoup de mal. Le film est d'un sombre. On dirait qu'il a été éclairé à la bougie. Là, j'ai pas compris le parti pris. C'est pour moi insupportable. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que je suis sorti de la salle en pleine journée. J'avais les yeux qui piquaient, le soleil, tu sais. Bah, d'ailleurs, J'avais mal à la tête. Enfin, dites-nous si vous avez ressenti le même truc, parce que je sais pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est d'un sombre. Ouais, mais je sais, c'est sûr. Enfin, je sais pas si c'est un problème d'étalonnage, de post-production, ou si c'est un problème de tournage. Mais bon, comme tout le film a été fait dans la précipitation, parce qu'il fallait à tout prix, voilà, vite le retourner pour qu'il sorte à la date prévue. Tu sens que, enfin, je veux dire, voilà, en connaissant tout le passif de la production du film, je trouve que le film s'en sort pas trop mal, quoi. C'est pas la catastrophe annoncée, enfin, personnellement, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas un film que je vais revoir 100 fois, c'est clair. Je le reverrai peut-être une autre fois dans ma vie, mais pas plus, je pense, quoi, voilà. C'est pas une torture de le regarder. Donc c'est pour ça, moi, limite, voilà, si vous êtes fan de Star Wars, allez le voir quand même. Enfin, moi, je vous invite à aller le voir, tu vois. On passe pas un moment, enfin, je trouve, on passe pas un moment horrible, mais on passe pas non plus un moment extraordinaire, quoi. Ça reste, voilà, un film d'aventure assez classique, lambda, un peu oubliable. un peu oubliable, voilà, mi-figue, mi-raisin, quoi. Alors, comment ce film, il a été reçu par la presse, les spectateurs? Donc, sur IMDb, eh bien, c'est pas terrible, hein, parce qu'il est à 6,3. Donc, c'est vraiment, vraiment pas terrible pour le moment. En tout cas, voilà, ceux qui ne l'ont vu ne le reçoivent pas très bien, en sachant que le film n'est pas encore sorti aux États-Unis au moment où on fait la critique, donc on verra si ça baisse ou si ça monte, hein. Sur Allociné, le film, il a une moyenne de 2,6 en presse, donc c'est vraiment pas terrible du tout. Pareil, les spectateurs, il y a une moyenne de 3,3, donc ça commence pas fort du tout. Et sur Rotten Tomatoes, il a une moyenne de 71%, ce qui est en dessous de tous les autres nouveaux Star Wars qui sont sortis, qui ont tous à peu près entre 85-90% de moyenne sur Rotten Tomatoes. Donc c'est le Star Wars clairement le moins... Enfin, en tout cas, c'est le nouveau Star Wars clairement le moins bien reçu de tous, quoi, hein, au niveau de la presse française, américaine, tout ce que tu veux, spectateur. Voilà. Et même par moi, puisque au niveau de ma note, bon, moi, je lui donnerais, allez... 2,5 sur 5 parce que bah voilà, moi c'est ce que je prévoyais un petit peu à la base, film
très oubliable, comme tu as dit, petite aventurette, somme toute sympathique, mais pas non plus extraordinaire. Lumineuse, enfin, par rapport à la luminosité du film, moi je trouve que vraiment, c'est pour ça que je lui baisse la note, parce que c'est pas possible de regarder un film dans ces conditions-là pour moi. Je veux dire, moi j'étais. Imagine, et nous on l'a vu en 2D. Voilà, Imagine ceux qui vont le voir en 3D. Franchement, Bon moi courage, je trouve que c'est un peu foutage de gueule par rapport au public qui se déplace et payer une place pour moi. Donc c'est pour ça que je lui fais vraiment baisser la note. Et puis même, au-delà de ça, oui, enfin film pour moi très anecdotique, car à mon avis impossible de raconter de façon très correcte un film sur ce personnage, quoi. Voilà. Bon, eh ben moi j'aurais exactement la même note, 2,5, dans le sens où j'ai pas détesté, mais je n'ai pas vraiment aimé. Voilà, mi-figue, mi-raisin, quoi, un peu comme toi. Voilà, j'ai trouvé l'aventure, oui, sympathique, mais ça manquait d'ambition, ça manquait même d'émotion ou de surprise, quoi. Ça manquait beaucoup de surprise, quoi. On sentait, enfin, tu vois, tu sentais les passages obligés sur le scénario. Et puis, malheureusement, les quelques surprises qui constituent la fin du film, c'est-à-dire avec les retournements de situation qui arrivent à la fin, bah, tu les sentais venir. Donc là-dessus, c'est vraiment dommage. On peut se poser la question de qu'est-ce qu'aurait pu donner le film s'il avait été donc finalisé par les réalisateurs initiaux. Est-ce que ça aurait été une grosse comédie, une pantalonnade? Je ne sais pas. Est-ce que finalement Kathleen Kennedy a fait le bon choix de prendre Ron Howard et peut-être qu'elle a sauvé les meubles, hein, peut-être que ça aurait été encore pire que ce qu'on a vu. Ça, on ne sait pas. C'est une histoire qui restera toujours dans un mystère. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout likez, partagez la vidéo. Dites-nous ce que vous avez... Dites-nous ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve prochainement avec la critique de la saison 2 de Sortie de Reason Why et du film Jurassic World. C'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Fallen Kingdom. Fallen Kingdom. En attendant, merci. Au revoir. Jabba, j'apprécie beaucoup ton humanisme.